Salut à toi et bienvenue dans cette 7e et dernière vidéo sur le chapitre de la justice sociale. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que l'action des pouvoirs publics en matière de justice sociale devait faire face à une crise de financement avec les contraintes budgétaires et institutionnelles et à une crise de légitimité avec un consentement à l'impôt qui diminue. Mais aujourd'hui, on va voir qu'il y a aussi des interrogations concernant son efficacité. En fait, l'action des pouvoirs publics en matière de justice sociale doit faire face à une crise d'efficacité et à des risques d'effets pervers. L'efficacité de l'action publique, c'est sa capacité à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Malheureusement, malgré des intentions louables, les pouvoirs publics rencontrent des difficultés pour réduire certaines inégalités, notamment de situation. En principe, l'action des pouvoirs publics devrait permettre à chacun de gérer les différents risques sociaux. Pourtant, dans la pratique, certaines situations révèlent son manque d'efficacité. On observe en effet que malgré une intervention publique volontariste, active, il n'y a pas eu d'amélioration durable de la condition de tous les bénéficiaires de l'État-providence, en particulier des plus démunis. Le système a donc été incapable de réduire significativement la pauvreté et la précarité ces dernières années, ni de corriger certaines inégalités. Et là, il y a plusieurs arguments qui prouvent ce manque d'efficacité. Le premier, c'est que le système n'est pas toujours équitable, ce qui peut entraver la lutte contre les inégalités de situation. Prenons l'exemple du système de retraite en France. Celui-ci fixe un âge de départ à la retraite et un nombre d'annuités identiques pour tous, sans tenir compte des différences d'espérance de vie entre les différentes catégories sociales. Ainsi, les ouvriers qui ont généralement des emplois plus physiques et commencent à travailler plus jeunes ont une espérance de vie plus courte que celle des cadres supérieurs. En effet, selon le rapport sur les inégalités en France de 2023, compte tenu des niveaux de mortalité mesurés entre 2008 et 2013, un homme ouvrier de 35 ans vivait à cette période environ 6 ans et demi de moins qu'un cadre supérieur. Cela signifie que les ouvriers profitent moins longtemps de leur pension, tandis que les cadres, démarrant leur carrière plus tard et vivant plus longtemps, bénéficient davantage des pensions. Ce phénomène aboutit à une redistribution à l'envers où les individus les plus aisés sont favorisés au détriment des plus défavorisés. Ensuite, on peut observer une distribution inéquitable concernant les prestations sociales d'assurance, telles que les retraites et les allocations chômage, qui sont principalement financées par les cotisations des salariés. En effet, les individus ayant des revenus élevés et donc cotisant davantage reçoivent proportionnellement plus de ces prestations que ceux aux revenus faibles. Par exemple, si on regarde les montants de prestations sociales reçus par les ménages, la courbe noire, on peut voir qu'un ménage faisant partie des 10% les plus pauvres reçoit seulement 980 € par mois en prestations sociales, tandis qu'un ménage parmi les 10% les plus riches reçoit en moyenne 1770 € par mois, soit 2 fois plus. Cette structure rend les prestations sociales moins efficaces pour réduire les inégalités entre les riches et les pauvres, car elles tendent à avantager disproportionnellement ceux qui sont déjà économiquement avantagés. Ainsi, un système inéquitable risque de perpétuer ou même d'aggraver les inégalités existantes, démontrant son manque d'efficacité. Ensuite, le deuxième argument qui montre que l'action des pouvoirs publics manque d'efficacité est que les services collectifs ne réduisent pas toujours les inégalités. En effet, si on prend l'exemple de l'éducation, on remarque qu'il y a toujours une surreprésentation des enfants issus de milieux favorisés dans l'enseignement supérieur. Par exemple, selon le rapport sur les inégalités en France, en 2021, les enfants de cadres supérieurs sont 3 fois plus nombreux à l'université que les enfants d'ouvriers. Plus précisément, les enfants de cadres supérieurs représentent 29,3% des étudiants en licence, 40,2% en master et 40,3% en doctorat. En revanche, les enfants d'ouvriers, qui constituent une part significative de la population, sont nettement sous-représentés avec seulement 12,3% en licence, 8,5% en master et 5,9% en doctorat. De plus, la qualité et l'étendue de l'offre scolaire varient significativement d'un établissement à l'autre. Les lycées les plus réputés, souvent situés dans des zones urbaines aisées, proposent une gamme d'options et de spécialités qui ne sont pas disponibles dans d'autres établissements moins cotés, souvent situés dans des zones moins privilégiées. Cette inégalité d'accès à des programmes éducatifs de qualité supérieure perpétue une inégalité des chances qui se traduit par une inégalité de situation. Les étudiants de milieux moins favorisés, même talentueux et motivés, se trouvent limités dans leur choix éducatif et professionnel futur. Enfin, les dépenses publiques d'enseignement s'avèrent dans une certaine mesure inégalitaires. En effet, les enfants issus de milieux favorisés, qui sont généralement plus nombreux à suivre des études longues, bénéficient davantage de ces dépenses. En revanche, les enfants de milieux défavorisés, souvent sortant du système éducatif sans diplôme et s'orientant vers des études plus courtes, profitent moins de ces investissements publics. Ainsi, malgré les intentions de réduire les inégalités par l'accès universel à l'éducation, la réalité montre que les services collectifs tels que l'enseignement peuvent parfois manquer d'efficacité pour promouvoir la justice sociale. Le troisième argument qui montre que l'action des pouvoirs publics en matière de justice sociale peut être inefficace est lié à l'impact limité
limité de la protection sociale sur la réduction de la pauvreté et des inégalités. En effet, l'émergence des emplois atypiques et l'augmentation du chômage révèlent des lacunes dans le système de protection sociale. Les emplois précaires, par exemple, ne permettent souvent pas de cotiser suffisamment pour bénéficier pleinement des prestations de l'assurance sociale. Cela inclut des années de cotisation insuffisantes pour une retraite complète ou des mois de cotisation trop limités pour toucher les allocations chômage. Ces individus se retrouvent alors dépendants de prestations d'assistance nettement moins avantageuses telles que le minimum vieillesse pour les retraités sous-cotisés, l'allocation de solidarité spécifique, l'ASS, et le revenu de solidarité active, le RSA, pour les chômeurs en fin de droit, ou la couverture maladie universelle, la CMU, pour ceux qui n'ont pas suffisamment cotisé pour l'assurance santé. De plus, certaines populations, comme les jeunes de moins de 25 ans en France, sont même exclues de ces aides minimales, les laissant particulièrement vulnérables aux risques sociaux. Enfin, le dernier argument qui démontre l'inefficacité de l'action des pouvoirs publics en matière de justice sociale est que malgré les efforts de redistribution, les inégalités économiques, particulièrement celles liées au patrimoine, se sont accentuées depuis 10 ans. En effet, si l'on regarde ce tableau, on voit que les inégalités de patrimoine ont augmenté depuis 2010. Alors que les 10% les plus fortunés des ménages détenaient 41,3% du patrimoine brut total en 2010, cette part a augmenté de 5,8 points puisqu'ils en détenaient 47,1% en 2021. Donc, même si les pouvoirs publics tentent de promouvoir la justice sociale en utilisant divers instruments à leur disposition, on observe que l'impact de leurs actions est souvent limité. Cette limitation est due à plusieurs facteurs. Un système parfois inéquitable, des dispositifs de protection sociale et des services collectifs qui ne parviennent pas toujours à réduire les inégalités, et des inégalités économiques, notamment de patrimoine, qui se sont accentuées au cours des 10 dernières années. Ainsi, les pouvoirs publics se trouvent bel et bien confrontés à une crise d'efficacité. Mais en plus de cette crise d'efficacité, l'action des pouvoirs publics en matière de justice sociale est critiquée car elle présente un risque d'effet pervers. Lorsqu'on parle d'effet pervers en sciences sociales, on fait référence à des résultats non souhaités et souvent contraires aux objectifs initiaux d'une politique. Ces effets pervers sont particulièrement problématiques car ils peuvent non seulement annuler les bénéfices escomptés d'une action, mais également aggraver les problèmes qu'elle était censée résoudre. On en relève deux principaux dans le cadre de la justice sociale. Le premier, c'est que la fiscalité peut avoir un effet désincitatif sur le travail et la création de richesses. Un principe bien connu en économie, illustré par la courbe de Laffer, stipule que trop d'impôts tue l'impôt. Cette théorie suggère qu'au-delà d'un certain niveau de taxation, le rendement fiscal commence à diminuer. Ce phénomène s'explique par la désincitation au travail et à la production que provoque une imposition excessive. Tant que le taux d'imposition reste inférieur à T étoile, le taux optimal, augmenter les impôts peut effectivement accroître les recettes. Cependant, une fois ce seuil franchi, les revenus fiscaux commencent à diminuer, car les effets négatifs des taxes sur l'activité économique des entreprises et des travailleurs réduisent les recettes. Il existe plusieurs justifications principales à cette théorie. La première, c'est qu'une fiscalité élevée, avec des taux d'imposition élevés, peut pousser les firmes multinationales et les ménages aisés à se réfugier dans des paradis fiscaux. Par exemple, les bénéfices générés par Google en France sont taxés au Luxembourg, où le taux sur les bénéfices est nettement inférieur. De même, Total n'a pas payé d'impôt sur les bénéfices en 2020 et 2021, alors que l'entreprise a généré 21,4 milliards de dollars de bénéfices nets en 2023. Cette pratique, connue sous le nom d'évasion fiscale, réduit considérablement les recettes fiscales, incitant les États à baisser leur taux d'imposition pour retenir ces contribuables. La deuxième justification, c'est que des taux d'imposition élevés peuvent encourager la fraude fiscale, comme le travail au noir. En effet, lorsque les individus sentent qu'une part trop importante de leurs revenus est prélevée par l'État, ils peuvent être tentés de dissimuler une partie de leur activité économique pour échapper à l'imposition. Ce comportement peut durer à la collecte des recettes fiscales, donc pas de TVA collectée, et compromet le financement des services publics. Enfin, la dernière justification, c'est que des taux d'imposition trop élevés découragent le travail et l'investissement. En effet, si une grande partie des revenus supplémentaires est absorbée par les impôts, les incitations à travailler plus ou à investir dans des activités productives diminuent. Cela peut ralentir la croissance économique et paradoxalement réduire les recettes fiscales que ces activités auraient générées. Ensuite, le deuxième effet pervers que peut engendrer l'action des pouvoirs publics en matière de justice sociale concerne la protection sociale. En effet, bien que
conçue pour soutenir les citoyens en difficulté, elle peut parfois encourager le chômage volontaire et l'assistanat. En effet, les économistes libéraux considèrent que les prestations sociales peuvent paradoxalement contribuer à maintenir le chômage, l'inactivité et la pauvreté. Selon eux, une protection sociale trop généreuse pourrait encourager le chômage volontaire et l'assistanat car les individus seraient piégés dans une situation de trappe. On distingue 3 situations de trappe. La première, c'est que les individus peuvent être piégés dans une trappe à inactivité. Cette situation se produit quand les minima sociaux comme le RSA ou les allocations chômage sont assez élevés pour décourager la reprise d'un emploi. Pourquoi? Parce que les revenus supplémentaires gagnés en travaillant peuvent être inférieurs aux bénéfices retirés des aides sociales. En effet, ces avantages ne se limitent pas aux allocations. Ils incluent aussi des aides complémentaires comme la couverture médicale gratuite, les aides au logement ou même la gratuité des places de crèche et de cantine dans certaines communes. Prenons l'exemple d'un bénéficiaire de minima sociaux. Si cette personne accepte un emploi peu rémunéré, non seulement elle pourrait perdre certains de ses avantages, mais elle pourrait également se retrouver avec un revenu net inférieur à celui qu'elle percevait via les aides. Cela crée un effet désincitatif à travailler, enfermant potentiellement les individus dans une dépendance à long terme vis-à-vis de l'État, sans perspective d'amélioration financière ou professionnelle. Cette situation est aggravée par le manque d'efficacité des programmes d'insertion professionnelle et de formation destinés aux bénéficiaires d'aide sociale et aux chômeurs. En théorie, ces dispositifs devraient offrir des stages et un encadrement adéquat, mais en pratique, ils échouent souvent à cause du manque de stages disponibles ou de personnel qualifié pour accompagner ces individus. La deuxième situation, c'est que les individus peuvent être piégés dans une trappe à chômage. Ce phénomène se produit quand les individus trouvent plus avantageux de rester au chômage plutôt que de reprendre un emploi, principalement parce que les revenus du travail seraient inférieurs aux allocations perçues. Prenons l'exemple d'un chômeur reprenant une activité à temps partiel. Non seulement il risque de perdre des aides substantielles comme la CMU et les aides au logement, mais également d'autres supports tels que les aides pour la cantine. Ainsi, même si un emploi peut représenter une première étape vers une amélioration de sa situation, le manque d'avantages financiers et le risque de perte de ressources peuvent décourager la reprise d'emploi. De plus, les allocations chômage permettent aux chômeurs d'accroître leur niveau d'exigence en matière de salaire et de mettre plus de temps pour accepter un emploi. Cette situation peut expliquer la montée de la durée du chômage et les difficultés des chômeurs de longue durée à retrouver un emploi. Ainsi, au Danemark, un chômeur peut recevoir 72% de son salaire net pendant un an, incitant potentiellement à prolonger la période sans emploi. En France, la durée maximale du chômage peut atteindre 18 mois depuis la réforme de l'assurance chômage. Enfin, la troisième et dernière situation, c'est que les individus peuvent être piégés dans une trappe à pauvreté. Ce phénomène se produit quand les individus sont dissuadés d'augmenter leur durée du travail ou leurs efforts, car cela entraînerait la perte de certains avantages sociaux comme les allocations logement ou les bourses scolaires. Ces avantages peuvent représenter un gain plus important que ce qu'ils gagneraient en travaillant plus. Ainsi, les minima sociaux peuvent involontairement maintenir les personnes dans la pauvreté, surtout si les revenus qu'ils fournissent restent en dessous du seuil de pauvreté. De plus, des dispositifs comme le RSA socle, qui ont pour objectif de lutter contre l'exclusion, peuvent paradoxalement causer une perte d'autonomie et éloigner les bénéficiaires du marché du travail. Ceux qui reçoivent ces aides sont parfois perçus par des segments plus aisés de la population comme s'accommodant de leur situation, abusant de l'assistance, plutôt que de prendre en charge leurs responsabilités financières. Ainsi, cette perception peut affaiblir le sentiment de solidarité nécessaire au maintien de ces systèmes de soutien. Pour conclure, l'action des pouvoirs publics en matière de justice sociale se heurte à des limites puisque 1. Elle s'exerce sous contrainte de financement et 2. Fait l'objet de débats en termes d'efficacité, donc dans la réduction des inégalités, de légitimité, notamment avec le consentement à l'impôt, et de risque d'effets pervers, avec les désincitations à travailler. Voilà, c'est tout pour cette dernière vidéo sur le chapitre de la justice sociale. J'espère que cette série de vidéos t'aura permis à mieux comprendre ton cours et à approfondir certains points que tu n'aurais pas compris. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner comme d'habitude. Moi, je te souhaite bon courage pour tes révisions et pour ton bac. Bye!